Bonsoir tout le monde, c'est Phénotix Evolution, j'espère que vous vous portez bien, moi ça va nickel. On va se retrouver ce soir pour la partie 1 d'histoire des vaccins. Il y aura d'autres parties, donc vous verrez ce qui va déjà être abordé ce soir. Donc je vous salue rapidement ceux qui êtes présents, n'hésitez pas, comme à votre habitude, à liker si vous appréciez le travail et ce qui vous est proposé, à partager autour de vous si ça vous semble important. Bonsoir Luc, bonsoir Evolution 86 qui du coup diffuse ceci sur des lives. Et bonsoir à Juju, Ponce Pilate, Angelou et tous ceux qui vont arriver entre temps. Donc on va de suite commencer pour ne pas perdre ce temps. Le premier vaccin remonte à 1796, c'est un médecin anglais, le docteur Jenner, qui eut l'idée d'inoculer à des individus en bonne santé le pus de la variole des vaches dans le dessein de les protéger contre la variole humaine. La variole de la vache s'appelait la vaccine, d'où le nom de cette nouvelle technique de prévention. Le mot vaccin est dérivé de la variole vaccinale, c'est-à-dire la variole de la vache. Le virus de la vaccine, une maladie des bovins qui touche aussi les humains, ressemble tellement à celui de la variole que l'exposition à la vaccine confère une immunité à la variole. Mais la vaccine elle-même ne se transforme que rarement en une maladie grave. Si le travail de Jenner sur la variole a fait date, ce n'est pas parce qu'il aurait été le premier à pratiquer l'inoculation contre la variole. En Chine, en Inde, en Perse, différentes techniques avaient été mises au point depuis longtemps pour exposer les enfants à la variole et les immuniser. En Europe, dès le XVIe siècle, des profanes, et non des médecins, prélevaient des échantillons de pustules de personnes atteintes d'un cas bénin de variole et les grattaient sur la peau de celles qui n'avaient pas encore été en contact avec la maladie, qui n'avaient pas encore contracté la maladie. La plupart des personnes infectées de cette façon développaient des cas sans gravité et étaient ensuite immunisées. En 1721, dans le Massachusetts, Cotton Mather suivit les conseils d'un esclave africain, essaya cette technique et évita ainsi une épidémie mortelle. Mais la variolation pouvait tuer. La vaccination était bien plus sûre. Dans notre société, avant de commercialiser un nouveau médicament, la rigueur scientifique exige une étude comparative entre malades traités et malades témoins non traités, ou traités autrement, avec des placebos, etc. Il est également indispensable de prouver que les personnes traitées bénéficient à long terme d'une meilleure santé que les témoins. Or, les vaccins échappent à ce genre d'études. Donc vous savez, c'est le bénéfice-risque. La lutte contre l'imposition de la vaccination a eu lieu il y a 150 ans. La population allemande était extrêmement sceptique face à de telles tentatives. À cette époque, il y avait des rumeurs selon lesquelles les vaccins pouvaient donc transformer les gens en vaches, par exemple. Vous avez donc l'affiche à gauche de cette caricature de la vaccination à l'époque, selon leur façon de penser. À l'époque comme aujourd'hui, la vaccination est réglementée par le gouvernement fédéral. Le 26 août 1807, la Bavière devient le premier pays au monde à rendre la vaccination obligatoire. Retenez bien, le premier pays au monde qui rend obligatoire la vaccination, c'est la Bavière. D'autres États territoriaux allemands emboîtent le pas. Lorsqu'une grave épidémie de variole éclata en Allemagne en 1871, environ 180 000 personnes en moururent. En conséquence, l'État d'Otto von Bismarck a introduit la vaccination obligatoire avec la loi sur la vaccination du Reich, donc du Royaume, en 1874 et est ainsi intervenu dans la vie de l'individu. Il existe des centres de vaccination et les médecins immunisent dans les fermes. Ceux qui refusent de se faire vacciner, à l'époque déjà, s'exposent à des sanctions, amendes, emprisonnement ou encore vaccination forcée. Est-ce que l'histoire se répète ? Il est fort probable que l'histoire se répète en effet. La vaccination infantile obligatoire a été introduite en Angleterre par la loi sur la vaccination en 1853. En 1871, les parents pouvaient être condamnés à une amende pour non-respect, puis emprisonnés pour non-paiement. Cette opposition s'est intensifiée et la loi de 1898 sur les vaccinations a introduit une clause de conscience. Celle-ci permettait l'exemption sur présentation d'un certificat d'objection de conscience signé par 2 magistrats. De tels certificats n'étaient pas toujours faciles à obtenir et une autre loi de 1907 autorisait l'exemption par une déclaration solennelle qui ne pouvait être refusée. Bien que théoriquement toujours obligatoire, la loi de 1907 marqua effectivement la fin de la vaccination obligatoire des nourrissons en Angleterre. Aux États-Unis,
La vaccination était réglementée par des États individuels, le premier à imposer la vaccination obligatoire étant le Massachusetts en 1809. S'ensuivit alors des séquences de contraintes, d'opposition et d'arrogations dans divers États. En 1930, l'Arizona, l'Utah, le Dakota du Nord et le Minnesota interdisaient la vaccination obligatoire. 35 États autorisaient la réglementation par les autorités locales ou n'avaient aucune législation affectant la vaccination, tandis que dans 10 États, dont Washington DC et le Massachusetts, la vaccination des nourrissons était obligatoire. La vaccination obligatoire des nourrissons était réglementée en autorisant l'accès à l'école qu'à ceux qui avaient été vaccinés. En 1869, William Tebb s'est profondément engagé dans la campagne anti-vaccination dont le but était l'abrogation des lois sur la vaccination qui rendaient la vaccination antivariolique obligatoire pour les enfants. Lui-même a été poursuivi et condamné à 13 amendes pour refus de vacciner sa troisième fille. En 1880, il a cofondé la London Society for the Abolition of Compulsory Vaccination, LSACV, et a créé sa publication officielle, la Vaccination Inquirer. Il en fut le président jusqu'en 1896, date à laquelle elle fut dissoute pour former la National Anti-Vaccines League NAVL, dont il était président. La National Anti-Vaccine League s'était opposée à la vaccination obligatoire, notamment contre la variole. Il faisait partie d'un mouvement anti-vaccination plus large, affirmant que la vaccination faisait plus de mal que de bien. L'Anti-Compulsory Vaccination League comportait 103 ligues annexes et revendiquait 10 000 membres en 1871. La cause principale, sinon la seule, de l'augmentation monstrueuse du cancer a été la vaccination, selon le docteur Robert Bell, vice-président de Société internationale pour la recherche sur le cancer, British Cancer Hospital, 1922. La vaccination provoque une fausse couche. Un contrôle minutieux a montré que 47% des femmes qui avaient été vaccinées au cours du deuxième ou du troisième mois de grossesse n'avaient pas réussi à donner naissance à un enfant normal. Vaccination at Work, le pédiatre consultant du conseil du comté de Lanarkshire, The Lancet, Londres, page 47, du 6 décembre 1952. Les vaccinations sont désormais pratiquées pour des raisons purement commerciales car ils rapportent d'énormes profits à l'industrie pharmaceutique. Il n'y a pas de preuve scientifique que les vaccinations sont bénéfiques. Dr Gerard Butchwold, Vaccination, le marché de l'angoisse. Donc en anglais, c'est une traduction que j'ai faite. Donc après je vous laisse voir en anglais, c'est en fait un livre qu'il a édité. Donc sur la dernière citation, celle de ce monsieur, je ne suis pas d'accord sur le fait que l'on puisse dire que tous les vaccins pour dire que tous les vaccins ne protègent pas et n'ont pas d'apport bénéfique. Bon, j'ai fait une erreur de frappe. Par contre, il a raison sur le business autour de ces vaccins. L'affaire de la grippe espagnole 1918. L'origine de l'épidémie n'est pas établie avec certitude. Les premiers cas ont été répertoriés en mars 1918 dans le Kansas parmi les soldats américains. La maladie se serait ensuite propagée en Europe à la faveur de convois militaires. Les origines de l'épidémie n'ont probablement rien à voir avec le pays de Cervantes. Alors pourquoi cette grippe a-t-elle été appelée espagnole ? Sans doute à cause du secret militaire qui entourait la santé des soldats durant la Première Guerre mondiale. Il était possible pour les journaux d'évoquer un virus qui décimait les troupes. En revanche, la presse pouvait écrire sans retenue sur la grippe qui frappait l'Espagne, pays neutre et non soumis à la censure. Les nombreuses autopsies menées sur des patients décédés de l'épidémie de grippe espagnole ont confirmé que la première cause de la mort était que les poumons s'étaient remplis de liquide, soit à cause de la maladie, soit en raison d'une forte réponse immunitaire du corps à l'infection, a expliqué à l'AFP en Nouvelle-Zélande le docteur Peter Robbins, un historien à l'University of Sydney spécialisé en médecine et technologie. Il est vrai que des recherches avaient été menées pour tenter de fabriquer un vaccin. Mais à l'époque, les scientifiques n'avaient pas réussi à trouver l'agent à l'origine de la maladie car les microscopes utilisés n'étaient pas assez puissants pour identifier des virus, selon le docteur Robbins. Il y a bien eu un vaccin expérimental contre la méningite bactérienne élaboré par le chercheur américain Frederick Taylor Gates, qui n'a rien à voir avec la famille de Bill Gates, sous le patronage de l'Institut américain Rockefeller de recherche médicale devenu l'université Rockefeller. L'expérimentation avait démarré le 15 janvier 1918 après plusieurs cas de méningite bactérienne dans le camp militaire de Funston
dans le Kansas entre octobre et novembre 1917. Frederick Taylor Gates avait publié un rapport daté du 20 juillet 1918 sur cette expérimentation. La pandémie s'est répandue à travers le monde en 3 vagues. La première au printemps 1918, peu mortelle, puis 2 autres, bien plus virulentes, en raison probablement de mutations du virus qui l'ont rendue plus agressive. N'hésitez pas à partager pour ceux qui apprécient le contenu. Et à liker également. Le vaccin expérimental avait été injecté à 3700 soldats volontaires de la base du fort Riley, au Kansas. M. Gates avait constaté dans son rapport l'apparition d'anticorps spécifiques à la méningite bactérienne et avait recommandé l'utilisation de son vaccin. Les virus influenza de type A sont des pathogènes majeurs chez l'homme et peuvent avoir un impact considérable sur la santé publique, en particulier en cas de pandémie. L'analyse des souches virales responsables des pandémies, des épidémies et des cas sporadiques depuis 1918 nous a démontré que ce virus pouvait franchir la barrière d'espèces par le biais de phénomènes de mutation et ou réassortiment. Là c'est pareil, je devrais ajouter un élément à ces travaux qui sont disponibles dans mon livre que je vous propose gratuitement en PDF et que je vous propose donc par mail à phenotixevolution@outlook.fr. Je devrais rajouter le fait qu'il y ait actuellement, depuis même maintenant quelques décennies, des travaux pour mettre des cellules humaines dans des animaux, pour développer des organes pour des transplantations, comme il y a des pénuries pour les transplantations d'organes sur les humains. Mais sur les animaux, si on vient y ajouter donc, des cellules humaines, les maladies qui touchent ces animaux pourront donc franchir la barrière de l'animal à l'humain et donc nous transmettre de nouvelles maladies. Donc encore une fois, on sera exposé à de nouvelles maladies, à de nouvelles conséquences qui pourront être graves pour notre santé. En dehors de toutes les conséquences et du côté non éthique de transplanter des organes qui sont à partir d'animaux sur des humains, qui sont développés sur des animaux vers des humains. Je continue donc l'histoire des vaccins. Après l'analyse d'un tissu pulmonaire d'une victime de la pandémie de 1918 conservé dans du formol, le docteur Jeffrey Taubenberger a rendu public un rapport selon lequel le virus de la pandémie de 1918 était en fait un nouveau virus porcin recombiné avec des fragments de virus aviaire H5N1 et humain H3N2 dans la structure même de leur ARN. Source Science Magazine Report du 21 mars 1997. Le virus H1N1, responsable de la pandémie de 1918, est d'origine aviaire et son extrême virulence n'est pas encore expliquée. Il a contaminé non seulement l'espèce humaine, mais également les porcs lors de la seconde vague épidémique. Depuis cette époque, il y a eu divergence antigénique entre le H1N1 de l'homme et le H1N1 porcin. Des chercheurs américains ont d'ailleurs publié en octobre 2005 dans les revues Science et Nature une étude sur un virus de la grippe espagnole reconstitué à partir d'un prélèvement de poumon d'une femme décédée lors de la pandémie de 1918 en Alaska et enterrée dans le pergélisol, qui tend à montrer que son origine était aviaire. Ce que l'on sait de ce virus tient en ses propriétés pathologiques, il était, somme toute, assez commun. Durée d'incubation très courte de 1 à 2 jours, immense majorité de cas bénins et mortalité habituelle d'environ 0,15%, soit un cas mortel sur 700 malades, particulièrement chez les vieillards et les nourrissons, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Ces cas mortels n'étaient pas dus au virus lui-même, mais du fait de l'affaiblissement de l'organisme qu'il entraîne à des complications de maladies normalement non mortelles, bronchite, pneumonie, etc. Ce virus père ne diffère pas de ceux des autres grippes que par une contagiosité plus élevée qu'à l'accoutumée, lui permettant d'engendrer une épidémie timidement internationale. Cela n'est pas encore assez pour être appelé pandémie. La mortalité importante était due à une surinfection bronchique bactérienne, mais aussi à une pneumonie due au virus. Le malade, prostré, se plaignait de douleurs dans la poitrine, son visage devenait violacé, une mousse sanguinolente s'échappait de ses lèvres. En quelques heures, plus de la moitié de ces cas se terminèrent par la mort. Un pic de mortalité était observé du 15e au 30e jour de l'épidémie, suivi d'une décroissance lente du nombre de cas. Ce ne fut généralement qu'au bout de 2 mois que l'épidémie s'essouffla, poursuivant ailleurs son œuvre. Dans l'ensemble, ce ne fut non pas la grippe en elle-même, mais les complications pulmonaires qui la suivirent qui furent ainsi la cause principale des cas mortels. Sur une population de 10 000 grippés,
sans complications pulmonaires, un décès pour les épidémies communes. Pour une épidémie de grippe espagnole, il y avait 1500 à 3000 complications pulmonaires et 250 à 300 décès, c'est-à-dire jusqu'à 300 fois plus de morts. Il est à noter, et c'est une spécificité de cette grippe, que le taux de mortalité a été anormalement haut pour la tranche d'âge de 20 à 40 ans, qui représentait 50% des décès, avec un pic anormal de la mortalité autour de 30 ans, cette tranche d'âge étant habituellement et clairement la moins touchée. En 1976, une épidémie de grippe porcine, le virus de la grippe a de sous-type H1N1 à Fort Dix, camp militaire dans le New Jersey, a causé un seul décès. Et après, il y a eu, il me semble, 17 cas à côté. Le président américain Ford ordonnait une vaccination générale contre la grippe porcine, une décision précipitée qui s'est soldée par des décès causés par le vaccin lui-même. Ce qu'il y a de tragique dans l'histoire de cette fausse alerte, c'est que le vaccin lui-même a causé chez au moins 500 personnes une maladie de paralysie des nerfs qui, elle, a provoqué une trentaine de décès. Le programme de vaccination a pris fin après qu'environ 25% de la population des États-Unis ait reçu le vaccin. Le président américain Gerald Ford a été officiellement informé de la note sur l'épidémie le 15 mars 1976 et du programme de vaccination suggéré. Il a rencontré un panel de rubans bleus qui comprenait Jonas Salk et Albert Sabin. Ford a alors fait une annonce télévisée à l'appui du programme de vaccination de masse. Une audience a eu lieu devant le sous-comité des crédits du Sénat américain sur le travail, la santé et les services sociaux, l'éducation et les agences connexes. Et C. Joseph Stetler, un porte-parole d'une société pharmaceutique, a demandé une indemnité gouvernementale pour les fabricants de vaccins. Entreprise pharmaceutique Sharp and Dohme, Merck & Co maintenant, Merrell, Weiss, je reviendrai sur ce cartel pharmaceutique, et Park Davis ont également refusé de vendre des doses au gouvernement, à moins qu'on ne leur garantisse un profit, une concession que le gouvernement a également finalement faite. Le comité des crédits de la Chambre a rendu compte d'un projet de loi de crédits spéciaux, dont 135 millions de dollars pour le programme de vaccination contre la grippe porcine, qui a été approuvé le 5 avril 1976. 2 jours plus tard, l'Organisation mondiale de la santé a organisé une conférence pour discuter des implications d'une épidémie de grippe porcine pour les plus pauvres nations. Le 8 avril 1976, un responsable de la Federal Insurance Company a informé Merck & Co, un fabricant de vaccins contre la grippe porcine, qu'il exclurait l'indemnisation de la responsabilité du fait des produits de Merck pour le vaccin contre la grippe porcine, le 1er juillet 1976. Tay Lawrence Jones, président de l'American Insurance Association, a informé le bureau de la gestion et du budget que l'industrie des assurances ne couvrirait pas la responsabilité du vaccin à moins que le gouvernement n'étende la protection de la responsabilité. Le président de Merck a écrit un mémo un jour plus tard, le 13 avril 1976, à diverses agences gouvernementales, dont la Maison-Blanche, insistant sur le devoir de mise en garde. En mai, d'autres fabricants de vaccins, dont Marion Merrell, Dow, Park Davis et Weiss, ont été avisés de problèmes d'indemnisation par leurs assureurs respectifs. Le secrétaire adjoint, Theodore Cooper, a informé la Maison-Blanche le 2 juin, toujours en 1976, qu'une législation d'indemnisation serait nécessaire pour garantir la coopération de Merrell. En juin, d'autres fabricants de vaccins ont demandé la même législation. Un peu plus de 2 semaines plus tard, l'administration Ford a soumis au Congrès une proposition offrant une indemnité aux fabricants de vaccins. Bruce Doole a déclaré lors d'une conférence sur la grippe le 1er juillet qu'il n'y avait aucun parallèle entre la pandémie de grippe de 1918 et la situation actuelle. Plus tard dans le mois, J. Anthony Morris, chercheur au Bureau des produits biologiques, Bob, de la Food and Drug Administration, a été licencié pour insubordination et a rendu public des conclusions qui jetaient un doute sur la sécurité du vaccin qui était produit dans des œufs de poule fécondés. 3 jours plus tard, plusieurs fabricants ont annoncé qu'ils avaient cessé la production du vaccin. Plus tard, dans le mois, des enquêtes sur des épidémies présumées de grippe porcine dans d'autres parties du monde n'ont trouvé aucun cas de la souche. Le 23 juillet, le président a envoyé une lettre exhortant le Congrès à prendre des mesures en matière d'indemnisation. Le docteur Morris était responsable des vaccins pour le Bureau of Biological Standards des National Institute of Health et plus tard pour la Food and Drug Administration lorsque le bureau a été transféré à cette agence dans les années 1970.
Il a fait valoir que les recherches menées par son unité ont démontré qu'il n'y avait aucune preuve fiable que les vaccins étaient efficaces pour prévenir la grippe. Et il a accusé le gouvernement de fonder ses programmes de vaccination de masse contre la grippe principalement sur les affirmations des fabricants de produits pharmaceutiques. Le problème a atteint son paroxysme en 1976 lorsque le président Gerald R. Ford a signé un projet de loi attribuant 135 millions de dollars pour vacciner 140 millions de personnes contre la grippe porcine cet automne et l'hiver suivant. Le docteur Morris a été franc dans son opposition aux inoculations. Les événements ultérieurs ont semblé soutenir le scepticisme du docteur Morris. L'incidence de la grippe porcine chez les vaccinés était 7 fois plus élevée que chez ceux qui n'avaient pas été vaccinés selon des articles de presse. De plus, 12 Américains qui avaient été vaccinés contre la grippe porcine sont morts de complications liées au syndrome de Guillain-Barré, une polyneuropathie affectant le système nerveux périphérique. Plus de 200 personnes ont été paralysées selon les médias. Au début des années 1970, avec son avocat James Turner, le docteur Morris a dressé une liste de ce qu'ils ont qualifié d'erreurs et d'inefficacité dans les tests et l'homologation. Excusez-moi, j'ai eu du mal avec ce mot. Donc, avec les tests et l'homologation des vaccins, ce qui, selon lui, mettait en doute leur valeur pour le public. Elle a été envoyée au sénateur Abraham A. Rybikoff, qui dirigeait un sous-comité sénatorial qui supervisait le NIH, National Institute of Health. Rybikoff a rendu la liste publique. Un comité d'enquête nommé par le gouvernement fédéral n'a trouvé que quelques irrégularités mineures qui n'impliquaient aucun risque pour le public. Le professeur Robert Simpson de Rutgers évoqua les possibles dangers des vaccins lors d'un séminaire de 1976 pour les auteurs scientifiques parrainés par l'American Cancer Society. Les programmes de vaccination contre la grippe, la rougeole, les oreillons, la polio, etc. peuvent en fait ensemencer les humains avec de l'ARN pour former des provirus latents dans les cellules de tout le corps. Il pourrait s'agir de molécules à la recherche de maladies. Lorsqu'elles sont activées dans des conditions appropriées, elles pourraient provoquer diverses maladies, notamment la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques, le lupus érythémateux disséminé, la maladie de Parkinson et peut-être le cancer. La National Childhood Vaccine Injury Act, NCVIA, de 1986, a été promulguée par le président des États-Unis, Ronald Reagan, dans le cadre d'un projet de loi sur la santé plus vaste le 14 novembre 1986. L'objectif de la NCVIA était d'éliminer la responsabilité financière potentielle des fabricants de vaccins en raison des réclamations pour blessures liées au vaccin afin d'assurer un approvisionnement stable en vaccins sur le marché et pour fournir un arbitrage rentable pour les réclamations pour blessures liées au vaccin. Le virus H1N1 humain réapparaît en 1977 en Union soviétique et en Chine. Des virologistes, se fondaient sur des tests sérologiques et génétiques précoces, suspectent rapidement une fuite de laboratoire pour un virus datant de 1949-1950. Des soupçons ensuite confirmés grâce au progrès des techniques de génomique. En 2010, cette confirmation devient un fait scientifique. Le cas le plus célèbre d'une souche virale échappée d'un laboratoire concerne la réémergence de la grippe H1N1, observée pour la première fois en Chine en mai 1977 et quelque temps après en Russie, affirment des chercheurs. Le virus a sans doute fuité d'un laboratoire qui préparait un vaccin à base d'une souche atténuée de H1N1, et ce pour répondre à l'alerte déclenchée par la pandémie américaine de grippe porcine qui était donc une fausse alerte. En 1950, la vaccination est rendue obligatoire en France. Dans les années 1950 est mise en évidence l'activité antituberculeuse de l'isoniazide, tout à fait, donc c'était ça, je l'avais bien lu, qui commence à être utilisé à partir de 1952. En 1974, le vaccin BCG est intégré par l'UNICEF dans son programme de vaccination infantile. Le BCG, pour vaccin bilier de Calmette-Guérin, bilier signifiant qui contient de la bile, malgré plusieurs bons résultats et l'absence de brevets déposés par ses créateurs, le BCG mettra encore plusieurs décennies à se développer, en France comme à travers le monde. Au sein de la population comme du corps médical, la méfiance est de mise. Des doutes subsistent sur son innocuité et son efficacité. Les complications vaccinales du BCG ne sont pas exceptionnelles. Parmi celles-ci, les ostéites tiennent une place particulière. C'est par ces phrases que débute un article publié en 1979 et consacré aux ostéites à BCG.
Ces atteintes osseuses présentent des localisations multiples mais plus fréquentes dans les genoux et peuvent se déclarer 6 à 33 mois après la vaccination. Aucune n'a révélé de déficit immunitaire. Leur fréquence varie énormément d'un pays à l'autre. C'est dans les pays scandinaves qu'elle est la plus élevée. Pour la période de 1948-1974, elle a été de une ostéite pour 21 800 vaccinations en Finlande, une ostéite pour 28 270 vaccinations en Suède, contre une ostéite pour 2 700 000 personnes en France. Alors donc l'explication principale de cette discordance dans les estimations est très simple. Il n'existe pas de système de surveillance régulier de ces incidents en France. En Suède, au contraire, la déclaration des effets secondaires du BCG est obligatoire depuis 1972. Le résultat immédiat a été une multiplication par 5 du taux des ostéites entre 1971 et 1972 pour atteindre le rapport énorme de une ostéite sur 3500 vaccinations, ce qui a conduit à l'arrêt des vaccinations systématiques par le BCG dans ce pays. Des taux comparables étaient relevés en Finlande. Donc le vaccin créait des ostéites, donc créait des problématiques de santé à ceux qui étaient vaccinés. Voici ce qu'écrivait donc James dès 1955. J'ai toujours été stupéfait que la légende de sécurité de la vaccination BCG se soit établie aussi facilement. En effet, en l'absence de preuves concluantes de son efficacité, beaucoup de médecins l'utilisent croyant qu'il s'agit... Alors, excusez-moi, je me suis trompé, qu'il s'agissait pas du tout ce qui est inscrit. Beaucoup de médecins l'utilisent croyant que s'il ne fait pas de bien, au moins il ne fait pas de mal. Je crois que le BCG est la substance la plus dangereuse qui s'est toujours abritée derrière le principe d'inoculation protectrice. S'interrogeant sur les raisons de son succès, il ajoutait « Je peux seulement supposer que sa réputation d'innocuité est fondée sur l'axiome des propagandistes selon lequel, si une déclaration est répétée suffisamment souvent, elle peut, à la longue, atteindre le prestige de la vérité. » Pendant plus de 50 ans, les petits Français seront vaccinés malgré les doutes sur l'efficacité réelle du vaccin BCG. En 1997, l'OMS tire la sonnette d'alarme, attribuant notamment l'échec de la lutte mondiale à une confiance exagérée dans le BCG. Et 10 ans plus tard, en 2007, la France décidera de mettre un terme à la vaccination obligatoire du BCG. Donc là, voici les chiffres, l'évolution du marché mondial du vaccin de 2005 à 2020. Vous voyez juste que c'est un marché qui est exponentiel, qui ne cesse de grimper, et ça va continuer. Ça va continuer, on n'a pas les chiffres de 2021, mais bon, les chiffres ont dû exploser. Et là, en dessous, vous avez donc un autre graphique. Vous avez les géants de l'industrie des vaccins, le chiffre d'affaires mondial de la fabrication des vaccins en 2019 en millions d'euros. Donc en millions d'euros, par exemple, pour GSK, GlaxoSmithKline, on est sur 8326 millions d'euros. Pour Merck, on est sur 7258 millions d'euros. Donc on est dans des milliards, pour comprendre un peu plus la situation. Donc là, il s'agit de la partie 1. Il y aura d'autres parties sur ces vaccins. J'aborderai notamment ce qui est de l'affaire The Cutter, de l'affaire donc avec le coronavirus actuel, le Ford Detrick, donc également un vaccin qui avait été développé par Evans, qui avait propagé après les attentats du 11 septembre de l'anthrax, parce qu'il avait donc développé un vaccin contre la bacille du charbon. Il y aura également sur les adjuvants, adjuvants aluminiques, mais les adjuvants aussi, d'autres adjuvants qui existent et qui sont beaucoup moins néfastes pour la santé. Et puis il y aura d'autres éléments encore qui seront ajoutés. J'espère que déjà cette première partie vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. Donc bonsoir Diana, bonsoir Cyril, bonsoir Une Marche, bonsoir Surfeur et bonsoir tous les autres. En France, ils ont caché les chiffres encore. Je vois que tu es toujours aussi humble, Une Marche. Bonsoir Gétouf. Bonsoir Dan Payet, Daniel, bonsoir, merci, bon boulot Féno, c'est gentil, j'ai commencé à lire ton livre, nickel, tu me feras un retour. Daniel, si tu veux le livre dans sa dernière version, contacte-moi. Parce qu'entre temps, il y a eu donc des mises à jour, il y a eu des ajouts d'informations, des corrections, et ce n'est pas encore fini, j'ai d'autres corrections à apporter, d'autres éléments à apporter, des réflexions aussi à apporter, bref, il y a pas mal de choses
à faire encore. Avant d'attaquer le tome 2, bien entendu. Mais quand on s'intéresse à l'histoire et qu'on ne fait pas juste qu'un rassemblement d'articles de ce qui se passe actuellement, bah, on voit qu'il y a cette répétition de l'histoire. Une répétition et des psychologies des foules, des propagandes, une répétition également donc, des erreurs, que ce soit donc, dans ces vaccins, dans l'obligation, dans des politiques qui sont menées. Bref, il y a des erreurs qui se répètent et qui, à quelque chose près, sont calquées. C'est comme si l'histoire était calquée. Elle venait et tous les 100 ans ou tous les 50 ans, on devait répéter les mêmes erreurs pour peut-être un jour comprendre. Le plus jamais ça, etc. D'ailleurs, c'est pareil, hein, les erreurs qui ont été commises, enfin, c'est pas vraiment des erreurs parce que c'était volontaire, mais ce qui a été commis dans les camps de concentration, les expériences médicales sur les cobayes, etc., sur les cobayes, sur les prisonniers, sur leurs esclaves, c'est encore répété aujourd'hui contre de l'argent. C'est-à-dire qu'ils obtiennent le consentement par coercition. Et puis, également, là je m'intéresse à un autre sujet, donc ça n'a rien à voir avec les vaccins, quoique il y a quand même eu aussi des développements de vaccins dans ces camps de concentration, et avec même des bailleurs, etc., qui achetaient des lots de femmes, peut-être pour d'autres expériences médicales, mais c'était lié en tout cas pour le développement de médicaments, de traitements. Et il y a un point intéressant qui est soulevé, notamment par rapport au camp d'Auschwitz. Et là, il faut que je cherche de la data pour m'affirmer. Pour l'instant, c'est qu'une hypothèse. Enfin, c'est pas vraiment qu'une hypothèse. Pour certains, c'est affirmé, mais moi, je dois recouper les sources pour être sûr que de base, ce qui était prévu, c'est dans ce camp-là, au niveau de la Pologne, d'aller mettre des soviétiques en fait dans ces camps. De prendre des soviétiques et de les rendre esclaves. De prendre des soviétiques, donc pour esclaves pour IG Farben, d'accord, donc pour tout ce qui est de l'industrie pharmaceutique, chimique, etc. Et puis, bon, bah, sur le même coup, faire des expériences sur les soviétiques. Mais du coup, ça n'a pas marché. Alors, ils ont rempli les camps avec des noirs, des tziganes, des juifs, des opposants. Bref, ils ont rempli les camps finalement avec d'autres personnes, d'autres types de populations qui n'étaient pas forcément visées prioritairement. Voilà, mais ça, pour ça, faut que je recoupe encore les informations. Ce n'est pas encore certain. Bonsoir Pascal, Diana, je t'ai déjà salué. Du coup, toutes les dégénérations et c'est plus pourri la pilule rouge humaniste qui survit. Bah c'est ça, mais c'est même pas une question. Alors si on pourrait prendre à la Matrix pilule bleue, pilule rouge. Bleu-rouge, finalement, c'est utopie, dystopie, c'est placebo, nocebo. Soyons plutôt dans la réalité, dans le réalisme. Alors, certaines fois, le réalisme peut paraître pour un pessimisme, le réalisme peut paraître pour une arrogance, mais il faut exposer les faits, c'est comme ça. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent, et puis bah, pour ceux qui sont arrivés entre-temps, n'hésitez pas à revoir le début du live. Donc, il s'agit Histoire des vaccins, #1, vous voyez ça dure une demi-heure donc c'est plutôt rapide et je vais faire certainement 2, 3, peut-être 4 épisodes. En tout cas je reprends des parties du livre que j'ai assemblé que vous pouvez récupérer à cette adresse mail, hein, c'est gratuit, phenotixevolution@outlook.fr et pourquoi pas à la fin de tout ça j'ajouterai une conclusion qui sera plus personnelle. Là vous voyez c'est des faits, donc quand c'est des faits on peut pas dire je pense que si, l'opinion on s'en fout dans tout ça. Ce qui est important c'est les faits, donc évidemment les faits proviennent d'articles, proviennent de livres déjà écrits, proviennent de certaines recherches, proviennent de scientifiques, proviennent bref de journaux, etc. Donc oui, ça ne vient pas de ma plume, mais heureusement que ça ne vient pas de ma plume. Heureusement que je relate des faits historiques et que ça ne vient pas de ma plume, que je me mets à écrire, oui, voilà, alors je pense que en 1800 il se passait ça, non. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent et n'hésitez pas à partager autour de vous si vous aimez, à commenter également. Et on se retrouve très prochainement. C'était Phenotix Evolution. Bye.